socialisme s'affrontent, parce que les trois viennent du Parti socialiste, y compris Mélenchon. Oui. Macron était évidemment proche de François Hollande, et Hamon, c'est un pur produit du Parti socialiste. C'est Hollande qui a tué le PS ? Je crois que Hollande y a contribué par... vous savez, ce qui tue... on verra si le PS ressurgit de ses cendres ou pas, mais ce qui tue la démocratie en général, ce qui tue ou les organisations partisanes, c'est le mensonge, c'est le décalage entre le mensonge et l'action. C'est pourquoi on essaie de dire le maximum de choses sur notre projet avec François Fillon pour que ce soit un vrai moment de sincérité démocratique. Si c'est Benoît Hamon qui sort du chapeau, dites donc, c'est pas une bonne nouvelle pour Fillon, ça, hein ? Mais là aussi, c'est de la conjecture. Moi, objectivement, je crois que c'est ni une bonne nouvelle, ni une mauvaise nouvelle. Ouais. Il y aura des projets et des personnalités qui vont s'affronter, c'est la compétition, la démocratie. Ouais. On peut tout démontrer. Surtout, ça laisse un espace géant quand même entre une gauche très affirmée, Hamon, Mélenchon, et puis ce Macron là qui est au centre. Je vais vous répondre là-dessus et en deux temps. Premièrement, alors allez-y. Premier temps. Lorsqu'on spécule sur un adversaire, c'est la meilleure façon de perdre, si vous voulez. Donc, je crois qu'il ne faut pas spéculer sur tel ou tel. Il faut qu'on affirme notre projet, notre personnalité. Il y a Marine Le Pen, chaque candidat est respectable. Deuxième temps ? Le deuxième temps, c'est la sociologie. C'est-à-dire qu'il y a le jeu politicien, avec des espaces ou pas, plus au centre, et puis il y a la sociologie. Je regardais tout à l'heure le score de Benoît Hamon à Paris, un vote urbain très élevé, et je crois qu'il y a des chevauchements entre l'offre de Hamon et l'offre de Macron. Les deux sont extrêmement libertaires sur le plan des mœurs. La libération du cannabis chez Macron et chez Hamon, une sorte d'approche un peu cosmopolite, l'ouverture des frontières. François Fillon, c'est la boboïtude. C'est vous qui le dites. Mais ça vous vient à l'esprit, manifestement. Mais enfin, c'est la traduction de ce que vous dites. Et ce que je dis est très vrai, c'est-à-dire que Valls prendrait sur Macron sur une logique de gauche de pouvoir, et puis Hamon prend sur Macron sur le côté libertaire une sociologie assez urbaine, étudiante, etc. Donc, je crois que tout cela, c'est certainement intéressant à observer, mais lorsqu'on est engagé dans la vie publique, comme c'est mon cas, il faut qu'on construise notre offre, qu'on essaie d'aller à la rencontre des Français, de convaincre et pas de séduire. C'est aussi ce que l'on veut faire avec François Fillon. Vous êtes porte-parole de la campagne de François Fillon. Comment vous faites et comment vous allez faire pour arrêter cette dynamique Fillon ? Pour arrêter cette dynamique Fillon ? Vous vous posez la question, j'imagine. Je veux catalyser, développer la dynamique Macron, pardon. Mais le lapsus est révélateur. Je crois qu'il y a peut-être une dynamique médiatique Macron. Ça sur un plateau. Et il y a une dynamique dans le pays réel de François Fillon. N'en profitez pas. Je n'abuse pas, en tout cas. Non, mais comment vous faites ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Mais là aussi, je répète, on a assez d'expérience pour savoir que tout ça, c'est de l'oscillation. Je crois que la France a besoin d'un président fort. Un président fort par sa personnalité. François Fillon est un homme de caractère, est un homme de constance. Et c'est ce que ressentent beaucoup de Français, de tout milieu, là aussi, contrairement aux clichés. Un président fort par sa capacité à parler dans le monde aussi. Mais il est très contesté dans son camp. C'est pas vrai. Sous son sourcil, ses sourcils broussailleux, il est quand même taiseux, il parle pas beaucoup. C'est bien ce qui me donne envie aussi. Je crois que c'est une qualité de réfléchir avant de parler, d'avoir une constance dans la parole, d'avoir une constance dans la conviction. Parce que diriger le pays, il faut de l'agilité intellectuelle. François Fillon n'en manque pas. C'est quelqu'un d'agile, c'est quelqu'un qui est ouvert sur la société. Et il faut une grande constance. Le manque de constance a décrédibilisé la politique, a fait reculer le pays. Vous, David Lisnard, vous n'êtes pas de ceux qui sont inquiets de voir Macron pousser comme ça. Mais c'est une compétition électorale. Enfin, j'ai mené un certain nombre de compétitions électorales. C'est normal qu'il y ait des adversaires, des gens plus ou moins talentueux. C'est logique. Je crois qu'on a un bon candidat avec un projet sérieux, un projet qui peut redresser le pays. C'est la machine à perdre qui se met en route, il y en a qui disent. Mais c'est le fait de dire qu'il enclenche la machine à perdre. Donc moi, je ne vais pas vous le dire parce que je ne le crois pas. Oui. Vous êtes porte-parole, vous devez faire la pédagogie de son programme. Comment vous vous y prenez ? On s'y prend comme à chaque fois qu'on va avec un projet. C'est-à-dire d'expliquer qu'aujourd'hui, d'abord, il faut être bien d'accord sur les problèmes du pays. Moi, je suis frappé dans la primaire de la gauche de voir qu'on oublie que le problème central du pays, qui est lié, c'est l'hyper-chômage, l'hyper-dette, l'hyper-fiscalité. Donc, il faut absolument arriver à démontrer que redonner de l'espoir social, redonner de l'espoir pour notre jeunesse, le drame des jeunes qui s'expatrient et qui ne reviennent pas. La dégressivité des allocations chômage, qui spontanément, on se dit, ça va remettre les gens plus rapidement au travail, ou en fait, ça va les inciter surtout à retrouver du travail. Ça a déjà été tenté, ça a été un échec dans les années 90. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? D'abord, ce qui a été tenté n'est pas vraiment la dégressivité des allocations chômage. Premièrement. Et deuxièmement, ce qu'il faut, c'est relancer la production. On ne peut pas avoir
un espoir social si on n'a pas un espoir de conquête économique. Et le grand apport de François Fillon, c'est d'oxygéner la société, d'oxygéner l'économie par plus de liberté. Plus de liberté parce qu'en réduisant la dépense publique, et c'est pourquoi la dépense publique n'est pas une fin en soi, c'est le moyen de relancer l'économie. Et puis parallèlement, plus de stabilité sociale avec plus d'autorité, plus de protection, plus de sécurité. Vous savez, les Français, qu'ils soient de gauche, de droite, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, ils veulent être protégés. Et puis surtout, on veut que nos enfants n'aient plus ce fardeau de la dette, les 30 000 € de dette publique qui pèsent sur chacun de nos enfants. Moi, je suis effaré, frappé de ceux qui lancent des babioles, qui agitent de la verroterie préélectorale. Les grandes illusions préélectorales font les grandes désillusions post-électorales. Voilà. Et donc, en fait, Hamon, pour vous, c'est pas un souci. Vous n'auriez pas préféré Valls, quand même. On n'est pas là pour préférer un candidat par rapport à un autre. On est là pour faire valoir notre projet. François Fillon aujourd'hui doit partir pour Berlin, déjeuner avec Madame Merkel. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Je crois que ce qui est important, c'est que François Fillon fasse voir la spécificité de son projet de redressement national. Oui. L'intérêt, je crois, de l'Europe, c'est que la France redevienne forte. Oui, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est l'intérêt national. Ouais. Or, aujourd'hui, il est bien évident que si nous voulons nous protéger dans un monde multipolaire, un monde dangereux, on doit avoir une Europe qui ne soit plus une Europe castratrice, une Europe des normes absurdes sur le format des choux-fleurs, mais qui soit une Europe qui revienne à des fondamentaux, c'est-à-dire de renforcer les nations qui la composent, qui soit un élément de souveraineté. Et pour cela, il faut que la France soit forte. Si le couple franco-allemand ne fonctionne plus, ce qui est désastreux pour l'Europe, c'est tout simplement parce que la France ne fonctionne plus, que la France n'est plus crédible. Et cela se retrouve à tous les niveaux. Il y a quand même un paradoxe actuellement en politique étrangère, c'est la première fois à mon sens qu'on l'observe. La France a rarement été aussi présente qu'aujourd'hui sur le théâtre militaire, avec des succès, parce qu'on a des bons soldats. En Afrique, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, sur plusieurs théâtres d'opération, avec une bonne armée, avec des forces spéciales admirables, etc. Et pourtant, paradoxalement, la France n'a jamais été autant absente sur le plan diplomatique. C'est un paradoxe, parce que tout simplement... Elle est présente militairement, mais pas diplomatiquement. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que c'est un affaiblissement de la France, et tout simplement parce que pour être présent sur le plan diplomatique, il faut relire Clausewitz, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une vision. Donc la voix de François Fillon, elle porte là-dessus. Elle porte aussi sur l'affirmation de la nécessité d'une ambition industrielle européenne, notamment sur le numérique. On doit réorienter les investissements européens pour assurer la souveraineté numérique. C'est très très important. On a beaucoup de talents en France, on a de la créativité, on a des startups, on a ces talents qui veulent s'exprimer. C'est tout ça qu'il va dire je le crois, bien sûr. Alors on les compare souvent d'ailleurs, on dit que tous les deux, ils sont plutôt assez obstinés, ce qui n'est pas nécessairement un défaut quand on fait de la politique. Mais ils n'écoutent pas beaucoup leur entourage, ils ont un caractère qui est le leur. Oui, enfin, ce sont typiquement des considérations dont on peut dire oui, on peut dire non, pour moi, elles n'ont pas beaucoup de portée. Ce que je souhaite, c'est que la France arrive à se redresser, qu'on arrive à faire un excédent commercial, comme l'Allemagne, un excédent budgétaire, un jour, comme l'Allemagne. J'appartiens à une génération qui n'a pas connu d'excédent budgétaire, en tout cas, pas depuis que j'ai ma conscience citoyenne, c'est absolument scandaleux. Donc c'est une comparaison qui ne vaut pas raison, mais enfin qui n'est pas forcément péjorative ou négative. David Lisnard, maire de Cannes, sera-t-il candidat aux législatives? Non, je ne serai pas candidat aux législatives. Ça, c'est sûr. C'est sûr. D'accord. Comment ça se passe avec les centristes, là, pour justement les circonscriptions? Ce matin encore, Jean-Christophe Lagarde, je crois qu'il parle de 90 à 100 circonscriptions, alors que vous voulez, les Républicains, leur en donner qu'une soixantaine. Les marchandages politiciens, c'est typiquement ce qui donne envie aux Français d'aller pêcher le jour des élections. Donc moi, vous me pardonnerez de concentrer ma parole sur le projet de redressement du pays. Comment arriver au plein emploi à nouveau. Vous en avez besoin des centristes quand même. Mais on a besoin des Français. Sinon, ils vont partir chez Macron. Et les Français ont besoin d'un bon président. Et les électeurs centristes, vous savez, ceux qui comptent, les citoyens, eux, ils ont besoin d'un président fort, qui a de l'autorité sur le régalien et qui apporte de la liberté sur l'économie. Il n'y a que cela qui compte. Vous savez, je crois que la grande force... Il y a une façon de le dire aussi. Oui, vous voyez bien. Mais écoutez, vous parliez de la primaire socialiste tout à l'heure, qui a recueilli, on ne sait pas exactement, un peu plus d'1 million d'électeurs. À l'heure où on parle, je crois que ça serait 1,6 million. 1,6 million, elle avait l'ambition de s'appeler Belle Alliance Populaire. Bon, on n'est pas sûr que l'Alliance soit là, on n'est pas sûr que ce soit très beau. En tout cas,
moi, très bien, c'est un moment démocratique. Il y a eu une primaire de la droite et du centre, qui s'appelait plus modestement primaire de la droite et du centre. Il y a eu plus de 4 millions de participants. Donc, on est capable, sur un projet, avec un candidat qui arrive nettement en tête, sur un projet respectable. Le premier des respects des citoyens, c'est la franchise. Voilà. Tous les mensonges préélectoraux, ça devient insupportable. Mais comment vous allez convertir ces électeurs-là? Personne ne les convertir, on veut les convaincre. On ne s'attaque. Tous ceux qui ne sont pas venus, parce qu'on dit que c'est un électorat pour vous à la primaire, on dit que plutôt bourgeois, plutôt aisé, plutôt urbain. Plutôt dans le monde, enfin bon. Vous savez ce qu'on dit sur on. Et alors mais je sais, on va pas le dire d'ailleurs. Non, pas du tout. Mais l'électorat populaire de droite, ce qui a fait le succès du général de Gaulle, ce qui a fait le succès un temps de Jacques Chirac et aussi de Nicolas Sarkozy, où est-ce que vous allez l'électorat populaire de droite, comme l'électorat populaire de gauche, comme l'électorat moins populaire de gauche de droite, je crois aujourd'hui, est capable d'entendre un projet de redressement. On respecte l'électorat. Oui, mais s'il en fait les frais. On respecte les citoyens. Pourquoi on ferait s'il n'arrive plus à se soigner les dents, s'il a un pouvoir d'achat. Ça, c'est la désinformation habituelle. Vous n'avez pas alimenté cela. Moi, je ne suis rien. Objectivement, je pose des questions. Comment peut-on penser qu'on veut sauver un service public en augmentant son déficit? Un service public de la santé qui accumule 160 milliards de dettes, qui est encore à 5 milliards de dettes cette année, doit être réorganisé pour sauver son universalité. C'est tout cela. Et ça, il faut faire comprendre. Mais les gens le comprennent, vous savez. Ouais. Les gens, ils le comprennent, heureusement d'ailleurs. Et comme les gens comprennent qu'il faut plus d'autorité et plus de sécurité, et l'électorat populaire est très soucieux de cela. L'électorat populaire reconnaît en François Fillon quelqu'un de stable. On a besoin de stabilité, on n'a pas besoin d'être amusé. On ne veut pas un amuseur, on veut un président de la République. C'était le dernier mot de David Lisnard qui nous a dit que François Fillon, eh bien, lui, continue sa route, quel que soit le vainqueur de la primaire de la Belle Alliance Populaire. On pourrait penser que Benoît Hamon eh bien, laisse un espace plus important à Emmanuel Macron, mais ce n'est pas du tout l'affaire de David Lisnard, qui nous dit-il, eh bien, pour François Fillon, doit continuer à convaincre et rester rigoureux. Vos questions, chers internautes, maintenant avec Mathilde Siron. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour David Lisnard. Bonjour. Vous êtes très nombreux à nous suivre et à poser des questions au maire de Cannes et porte-parole de François Fillon. Alors bien sûr, les internautes ont suivi la soirée de la primaire de la Belle Alliance Populaire hier. Christian vous demande à vous, David Lisnard, est-ce que vous considérez que Benoît Hamon est un candidat populiste et dangereux? On a vu qu'il a fait plusieurs propositions, notamment sur le 49.3 citoyen pour faire passer ou bloquer des textes de loi. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, populiste et dangereux, j'en sais rien. Je pense qu'il y a une part de démagogie. Mais vous savez, on trouve toujours que les adversaires ne sont pas très, très sérieux. Donc il y a une part de démagogie pour une question extrêmement simple, c'est qu'il fait partie de ces nombreux candidats qui oublient que la France est surendettée. Et que le surendettement, c'est ce qui crée du chômage. C'est ce qui plombe les générations suivantes. Le surendettement, il faut le payer. Il se traduit en surfiscalité. Et la surfiscalité, mais bien sûr, et la surfiscalité, parce qu'on oublie parfois ces évidences. La surfiscalité au sens large du terme, prélèvement obligatoire, impôts et charges, c'est moins de consommation, c'est moins d'investissement. Et on a, le revenu universel à géométrie variable selon le jour de campagne, mais on sait bien que c'est une absurdité. Alors, c'est une absurdité comptable, mais pas seulement. Pour moi, c'est une absurdité sur le contenu philosophique. Financer l'oisiveté, je préfère, si vous voulez, inciter au travail. Voilà, c'est une question philosophique, d'ailleurs, qui s'est dite aussi à gauche. On a un internaute qui nous dit qu'il faut boycotter les primaires pour leur donner une bonne leçon. Alors, on verra ce que ça donne dimanche prochain. Un autre sujet, le président François Hollande, qui était au Chili, il était hier soir dans le désert d'Atacama au moment de l'annonce des résultats. Ça vous fait sourire? Qu'est-ce que ça indique sur cette présidence-là, sur cette fin de règne? Si j'avais envie de sourire, je dirais, j'ai constaté qu'hier, il était dans le désert, qu'il a visité un cimetière. Bon, on ne fera pas d'analogie, si vous voulez, mais que vous dire François Hollande, qui est un homme intelligent, qui est un homme qui a de l'esprit, bien on voit bien que l'intelligence et l'esprit, ça ne suffit pas pour faire un bon président, qu'il faut du caractère, qu'il faut de la constance, qu'il faut des convictions, qu'il faut de la franchise. Je trouve que l'attitude de François Hollande au cours de cette primaire était extrêmement méprisante à l'égard du Parti Socialiste, à l'égard de ceux qui l'ont élu. Je crois que c'est cette vision cynique qui est insupportable, qui a fait beaucoup de mal à la politique depuis des décennies.
Alors, une question cette fois-ci sur votre candidat François Fillon. Jean-Pierre nous dit « Je suis de droite, je bénéficie du tiers payant. Est-ce que François Fillon veut le supprimer ?» Alors, Jean-Pierre, oui, nous supprimerons, si nous sommes élus, le tiers payant. En revanche, on veillera à ce que vous soyez mieux remboursé sur l'optique et le dentaire. Être mieux remboursé, c'est assurer la pérennité. Le tiers payant. Ou la généralisation du tiers payant. Attendez, parce que c'est un point de détail important. De m'aider, en toute honnêteté intellectuelle. Parce que le tiers payant supprimé, ça me paraît là. Oui, bien sûr. C'est la généralisation qui a été instaurée par le gouvernement. Bien sûr, oui, mais je crois que Jean-Pierre parlait de la même chose aussi. Oui, mais vous avez raison de le préciser. Jean-Pierre disait carrément de supprimer le tiers payant, ce qui était très approximatif. Donc en fait, vous revenez à un état antérieur où on ne généralise pas le tiers payant. Et je dis à Jean-Pierre aussi que dans 2 semaines maximum, il aura un projet détaillé sur la sécurité sociale de François Fillon et qui, je suis sûr qu'il trouvera des bonnes raisons de voter François Fillon. Je dis aussi qu'il faut qu'il regarde ce que ne disent pas les autres. Parce que c'est bien beau d'attaquer tout le temps François Fillon là-dessus, mais à un moment donné, il faudra que chaque candidat dise comment il veut sauver la sécurité sociale qui va dans la faillite. Donc nous, on ne veut pas la faillite du système universel de sécurité sociale. Oui, Macron, lui, veut rembourser à 100% lunettes et dentition. C'est ça. Une autre question d'Éric qui nous dit « Tout le monde parle de sécurité, tous les candidats en parlent avant une élection, mais rien n'est fait. Pourquoi ?» Je veux montrer à Éric que lorsque François Fillon sera président, s'il est président, évidemment, beaucoup de choses seront faites. Et on y arrive au plan local. Aujourd'hui, il y a des absurdités. Par exemple, on a des systèmes de vidéosurveillance. C'est le cas à Cannes ? Bien sûr, qui est le réseau le plus dense de France, une caméra pour 140 habitants. Donc c'est pas la panacée, ça suffit pas. Mais une absurdité idéologique du pouvoir en place, on ne peut pas intégrer dans les réseaux de vidéosurveillance des données biométriques. Lorsque un terroriste est identifié à Berlin après avoir écrasé la foule, si on intègre tout de suite dans les réseaux de vidéosurveillance des aéroports, des gares et des communes les données biométriques de cet individu, on peut avoir tout de suite une alerte et l'interpeller. Donc si il y a beaucoup de choses. Mais là c'était le cas, parce qu'il le signe. Je pense ce cas volontairement parce qu'il avait laissé ses papiers d'identité et on connaissait son identité. Donc il faut sortir de l'idéologie laxiste. Et puis il y a la politique pénale. Une politique de sécurité forte, ce sont des policiers renforcés dans leur pouvoir, évidemment, c'est une autorité, mais c'est aussi une politique pénale. Le suivi judiciaire. Et donc il faut qu'on sorte du laxisme pénal qui est une réalité. 100 000 peines non exécutées en France, c'est un scandale. Est-ce qu'il faut augmenter le budget du ministère de la Justice ? Dans le projet de François Fillon, il y a une baisse des dépenses publiques, et il le faut. En revanche, il y a 12 milliards de plus sur le régalien, en particulier sur la justice, qui est le parent pauvre. Et un point important, parce qu'on a, depuis 40 ans, constaté que la dépense publique en France augmentait, 57% de la richesse produite, 57%, mais que les dépenses par rapport à la richesse, pas en valeur relative, sur le régalien, armée, justice, police et gendarmerie ont diminué. Et ce qui prouve bien que plus l'État est un léviathan bureaucratique, technocratique, ce que l'on veut combattre, moins il se consacre à ses fonctions de base. C'est ce logiciel que l'on veut renverser avec François Fillon. C'est pourquoi c'est lui qui a le projet le plus radical. Il est ni conformiste, ni révolutionnariste, il est réformiste. Une toute dernière question, cette fois-ci sur les institutions et sur le fonctionnement d'une élection présidentielle. Vous êtes maire. Edith nous pose la question, est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit les maires qui parrainent les candidats et qui leur permettent finalement de se présenter à une élection ? Ce ne sont pas que les maires, ce sont les élus locaux. Les élus, oui. Il faut 500 signatures. Écoutez, moi franchement, je trouve que ce système, il n'y a pas de système parfait, mais il fonctionne bien parce que à chaque élection présidentielle, on a quand même un panel de candidats tout à fait, je crois, représentatif de l'échiquier politique, des sensibilités sociologiques. Donc, objectivement, je crois qu'on a, à mon avis, on n'a pas besoin de bouleverser ce type de fonctionnement, mais s'il y a des bonnes idées, pourquoi pas les étudier de façon pragmatique. Voilà, c'était les réponses de David Lisnard qui nous dit que le projet de François Fillon n'est pas révolutionnariste. Il a inventé un mot aujourd'hui, David Lisnard. C'est de Raymond Aron qui disait je déteste le conformisme et le révolutionnarisme. Nous, on est pour le progrès, conserver ce qui est bien et faire évoluer ce qui doit être faire évoluer. C'est pragmatique. Et ben voilà, on apprend beaucoup de choses au talk et aux réponses à vos questions, pardon. Merci David Lisnard, merci Mathilde, et puis à demain.